Salut à toi, nous sommes Marie et Julien, experts comptables et moralistes, banquiers d'affaires et surtout investisseurs. Nous te souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode de Kick le Boom Dream, un podcast où on parle d'investissement, de finances personnelles et d'entrepreneuriat en détente et dans la bonne humeur, avec un objectif, te permettre de nous suivre dans la quête de sortir de la rat race et de prendre ton destin en main. Grâce à nos expériences pro et à notre vie d'investisseur, nous te donnons les conseils qui nous ont permis d'avancer dans la construction d'un patrimoine immobilier et financier, principalement cryptoactif. Chaque semaine, nous abordons un sujet en le vulgarisant au maximum pour qu'il soit le plus intéressant. Nous recevons un invité par mois avec un parcours inspirant et une expertise différente sur de nouveaux sujets. Si tu apprécies notre podcast, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute, à nous laisser une note 5 étoiles et à partager cet épisode et ce podcast à 2 personnes de ton entourage pour nous aider à le faire grandir. Je te laisse tout de suite avec l'épisode et je te souhaite une très bonne journée. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour à tous. On est super content de vous retrouver cette semaine. Comme chaque semaine maintenant. Ça, on avait quoi ? Je crois qu'on a raté une semaine en début d'année, en 2024 pour l'instant, et qu'on a fait un sans faute. On a cramé un joker. On s'était laissé 2 jokers, je crois, pour l'année. On en a cramé qu'un. Donc c'est bien, n'empêche. C'est déjà 45e épisode, celui-ci, qu'on est en train d'enregistrer. Comme quoi ça avance. On tient le bon bout. C'est ça. Là, on va faire des actualités peut-être un peu rapides cette semaine parce que bon, pour le coup, on n'a pas eu de boom anecdote un peu comme on en a d'habitude vu que tout est un petit peu calme sur nos opérations et puis même dans notre job de manière générale, tout est un peu calme là-dessus. Peut-être juste vous faire un petit peu d'actualité pour vous annoncer 2 choses. La première, c'est que on va recevoir un invité. Alors normalement, donc ça, vous écouterez l'épisode 45. Normalement, lui, ça sera l'épisode 46. Donc on sera assez content de vous le présenter. Et il est podcasteur aussi, donc on aura l'occasion de passer également chez lui. On vous donnera tous les liens quand ce sera fait. Moi de mon côté, je vais être invité d'un autre podcast parce que mon coach qui est également un ami a un podcast sur le sport. Alors bon, ça n'a rien à voir avec l'immobilier, la finance et ce qu'on fait ici, mais bon, peut-être pour ceux qui s'intéressent un petit peu plus au sport, je partagerai le lien dans tous les cas sur nos réseaux et si ça vous intéresse peut-être d'aller écouter, au moins vous saurez où le trouver. Ça c'était pour les petites anecdotes un peu, enfin pour les petites mises à jour, on va dire, surtout en lien avec notre podcast directement. Sinon cette semaine, moi ce qui m'a un petit peu interpellé, que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est que j'ai rencontré un couple, bon c'était des amis d'amis, mais qui étaient bien plus jeunes que nous puisqu'ils avaient tout juste 19 ans. Et forcément on a fini par parler un petit peu immobilier parce que bon quand c'est des sujets qui vous plaisent, mais rapidement vous arrivez toujours à parler, à évoquer ces sujets-là. Et en fait ils vivaient à Périgueux et à Périgueux ils m'expliquaient qu'ils avaient un joli appartement de 100 mètres carrés pour 750 € par mois. Et c'est vrai que ça c'est intéressant parce que nous, Montpellier c'est pas la ville la plus chère de France, mais pour 750 € par mois, Montpellier vous avez un T2 et encore, dans le centre-ville vous aurez peut-être, vous aurez tout juste un T2. Et allez, si vous éloignez un petit peu, vous aurez soit un T2 plus grand, soit un petit T3, donc vous aurez rien de ouf. Et eux ils hésitaient à déménager et du coup pour aller dans des villes un peu plus grandes, et j'ai attiré leur attention que s'ils comptaient garder le même loyer dans des villes plus grandes, en fait ils allaient juste se retrouver avec un appartement divisé par 2 voire par 3 en termes de superficie. Et en fait, ils se posaient déjà la question à leur âge de s'acheter une maison, d'investir dans l'immobilier. Alors peut-être pas pour du locatif, on l'a rapidement évoqué, mais c'était pas forcément leur question. Mais en tout cas, ils réfléchissaient déjà à acheter leur résidence principale et en tout cas à s'endetter là-dessus. Et je trouvais ça assez intéressant parce que je me disais que honnêtement, 19 ans, c'est super jeune. En tout cas, pour évoquer ces sujets-là, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, mais bon, d'un autre côté, je trouve ça bien aussi, tu vois. C'est une chance pour eux s'ils s'en rendent compte avant. Et surtout, je sais pas si ça te fait ça, mais j'ai souvent l'impression que plus le temps avance, plus ces sujets-là, ils arrivent de plus en plus tôt dans parce qu'ils doivent bien se rendre compte que la vie est nulle, quoi. Enfin, non, je sais pas. Que la vie est nulle, j'irai peut-être pas jusque-là, mais je veux dire, c'est quand même des sujets où, tu vois, nous, pourtant, on s'y est intéressé assez jeune, on s'y intéressait à quoi, 21 ans, et encore, on était les seuls de notre entourage à s'y intéresser. Et eux, à 19 ans, t'as presque l'impression qu'ils en parlent à leur entourage, qu'ils en parlent à leur famille, etc. Après, peut-être ce qui fait juste la différence, c'est que forcément, nous, on a fait des études assez longues, donc on est rentré dans la vie active à 23 ans, en gros, et que ils sont rentrés dans la vie active à 19 ans, parce que ils ont des jobs où il n'y avait pas des études très longues à la clé. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant de voir quand même que ça arrive beaucoup plus tôt. Effectivement. T'avais une autre actu? Non, c'était tout. Je pense qu'on peut passer rapidement à l'épisode du jour. Ouais, on peut On introduire. nous a dit que notre introduction est parfois un peu longue. C'est vrai.
Ouais, j'ai quelques retours comme ça. Non, mais je sais pas, il y a certains épisodes où c'est vrai que ça va durer quasiment 20 ou 25 minutes l'intro avant qu'on attaque le sujet du jour. Faut savoir que Julien, c'est une pipelette. Une fois qu'on le lance, il s'arrête plus. Donc c'est pas pour rien que j'ai lancé un podcast. Hein. Donc là, on va le lancer sur le thème du jour. On voulait vous parler de l'accès au chômage en France en 2024, année auquel on tourne cet épisode. Pourquoi d'ailleurs est-ce qu'on nous est venu cette idée? C'est que on s'y intéresse quand même de loin, c'est-à-dire dans le sens où l'année prochaine on passe de salarié à indépendant et forcément la question de toucher le chômage se pose pour nous. Et en fait on se rend compte que ce n'est pas si facile de toucher le chômage, ou du moins que c'est beaucoup moins facile que ça l'était il y a quelques années. Sachant que nos cotisations salariales augmentent à chaque fois, donc on se dit bon, est-ce que c'est bien normal tout ça? Et du coup, ça peut faire un point pour ceux qui sont comme nous qui peut-être songent un jour à se lancer dans une entreprise, se mettre à leur compte ou quoi. Qui juste perdent leur job, de savoir un peu comment est-ce qu'on peut toucher ce chômage. Oui, qui se font licencier aussi, comment ça se passe et qui a le droit, pour combien, et voilà. Ouais, et puis je pense que ça fera déjà pas mal d'infos. Après, on va essayer de pas le rendre trop dense non plus. On n'est pas sur un cours de droit social, mais bon, déjà, il faut savoir, après, ça, c'est notre vision, hein, honnêtement. Avec Marie, on est totalement alignés là-dessus. Parce qu'il y en a souvent qui ont l'impression que ceux qui touchent le chômage, en fait, c'est des profiteurs du système, etc. Honnêtement, moi, c'est ma vision là-dessus. J'ai jamais reproché à des gens qui demandaient des aides sociales auxquelles le système leur donne droit de les toucher. En fait, si effectivement on peut, et moi je suis le premier à trouver effectivement qu'on a un système social qui aide beaucoup trop ceux qui ne travaillent pas. Le problème, c'est qu'on peut pas jeter la faute sur ceux qui ne travaillent pas, tout simplement parce qu'en fait, s'il y a un système qui est fait comme ça où on vous permet de bénéficier d'un avantage, en fait, c'est juste bête de pas en profiter. Et c'est vrai que parfois il y a des gens, ça m'est déjà arrivé d'en rencontrer, qui m'ont dit ah non mais moi les aides au logement je l'ai pas demandé, ah non moi mon chômage j'aurais pu l'avoir, je l'ai pas demandé, mais en réalité c'est une erreur parce que on paye, tout le monde en France se plaint de payer trop d'impôts et trop de cotisations. En fait, c'est censé être compensé en face par du chômage, même si c'est de moins en moins vrai parce qu'on voit qu'on a de moins en moins d'aides, de moins en moins de droits entre guillemets et qu'on paye toujours autant d'impôts et autant de cotisations. Mais sur le principe, si en France on paye autant d'impôts, autant de cotisations sur notre travail, c'est pour de l'autre côté avoir accès à pas mal d'aides. Donc forcément, si à un moment donné on n'est pas d'accord avec le fait qu'il y ait autant d'aides, il faut revoir le système. Et en fait, c'est qu'on peut pas juste supprimer les aides, c'est qu'il faut surtout baisser les cotisations. Et la réalité du chômage, c'est que si on n'avait pas en France un chômage qui, c'est vrai, par rapport à beaucoup de pays, est plutôt avantageux, même si attention, faut relativiser toujours. C'était vrai il y a 20 ans que la France était le pays au monde où le chômage était le plus avantageux. Là, honnêtement, en 2024, c'est plus le cas. Ouais. Il y a énormément de pays européens qui se sont soit alignés sur nous, soit qui sont même mieux que nous. Mais la grosse différence, c'est que tu vois, ça fait peut-être une anecdote cette semaine. Moi, ma boîte, elle m'envoie chaque année un relevé en gros de combien je coûte à la boîte. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils nous envoient un espèce de mémo de notre rétribution. Parce que bon, c'est vrai que je suis en banque, je suis dans un grand groupe, donc des fois, on touche de l'argent de plein de manières différentes entre les primes, les bonus, les avantages, les forfaits et compagnie. Donc, ils aiment bien nous envoyer une fois par an un espèce de mémo où ils expliquent combien on a touché, combien on a coûté à la boîte. Et tu vois, sur l'année 2023. J'ai touché l'équivalent en net, alors bon ça c'est hors P2E, mais j'ai touché l'équivalent en net de quand tu retires mon impôt sur le revenu d'à peu près 2900 € net par mois, donc net de charges sociales et d'impôt sur le revenu. Et j'ai coûté quasiment entre 85 et 87 000 € à ma boîte. Donc en fait, ça veut dire que ton salaire, s'il n'y avait pas eu toutes les cotisations, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, ce que l'employeur est prêt à me payer, à me rétribuer pour le travail que je fais, j'en reçois un tiers dans ma poche. Ça veut dire qu'en fait, il y en a les 2 tiers qui partent à l'État. Bon, ça déjà, ça revient un petit peu sur ce qu'on vous dit dans ce podcast, que quand on est salarié, c'est un petit peu finalement le régime où vous êtes le plus imposé, le plus ponctionné directement par l'État. Mais c'est surtout que, c'est sûr que si à un moment donné, il y a les 2 tiers de mon salaire qui vont à l'État, c'est aussi en partie pour un moment donné payer le système de santé, le système d'aide sociale, le système du chômage. Et en plus, faut pas oublier que le chômage, c'est quand même en général donné quand on a travaillé avant. Déjà, la première condition du chômage, c'est qu'il faut avoir travaillé au moins 6 mois. Sachant que c'était 3 mois il y a 5-6 ans et ça s'est déjà durci là-dessus. Exactement. À l'époque, si vous travailliez 3 mois, vous aviez déjà droit au chômage. Maintenant, c'est 6 mois. Mais ça veut dire quand même que pour avoir droit au chômage, il faut avoir travaillé. C'est pas quelqu'un qui travaille pas qui a droit au chômage. C'est comme dire qu'à un moment donné, il a cotisé au système. Oui, bon, ceux qui n'ont pas travaillé, en fait, c'est pas les mêmes aides qui touchent. Il y a le RSA, etc. Mais pour vraiment avoir l'allocation chômage, c'est effectivement, il faut avoir travaillé 130 jours, je crois. Oui, ça fait l'équivalent de 6 mois à peu près. C'est ça.
Et bon, bah c'est quand même la moitié de l'année, donc... Oui. Bah après, on peut toujours dire, ouais, il y en a qui, du coup, ils travaillent 6 mois, ils se mettent 6 Ils mois au rechargent leurs chômage. droits, ils se mettent au chômage. C'est ça, oui, mais bon, la réalité, c'est quoi qu'il arrive, quand ils travaillent pendant 6 mois, ils ont entre la moitié et les 2 tiers de leur rémunération qui part à l'État, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a un truc comme ça aussi, c'est que je sais pas si c'est toujours d'actualité, tu vois, mais c'est que est-ce qu'il vaut mieux se lever et gagner un SMIC qui est pas très loin des allocations chômage, ou vaut mieux rester chez soi et toucher le chômage, tu vois. C'est un autre débat, mais il y a de ça aussi. ouais, il y a que de ça, c'est sûr. Bah, quand tu c'est vois que déjà... le SMIC est trop près du chômage au niveau des droits, je pense, non? Bah, c'est particulier parce qu'en principe, quand tu es au chômage, tu touches 57% de ton brut, ce qui représente environ 70 à 75% de ton salaire net. Alors, c'est toujours pareil. Plus tu vas avoir un salaire haut, plus ça va être assez diminué parce que forcément, quand on considère que tu as gagné beaucoup, bah, tu as un chômage qui est inférieur. Et à l'inverse, bah, si tu es proche du SMIC ou même en dessous du SMIC, à ce moment-là, ton chômage va être un petit peu plus élevé que 57% de ton brut. Donc c'est vrai que l'un dans l'autre, comme tu dis, quand tu as été au SMIC, à un moment donné que tu passes au chômage, bah, finalement ton chômage est pas beaucoup, est pas très loin de ton SMIC, même si attention, il y a toujours une différence. Hein, si tu touchais 1300 balles au SMIC, bah, tu toucheras pas 1300 balles de chômage, tu vas toucher entre 900 euros à peu près. Mais c'est vrai que si tu retires tes frais de déplacement, tes divers frais que tu peux avoir pour ton boulot, et le fait surtout que ça te libère beaucoup de temps, tu peux vite te poser la question. Bah c'est ça, parce que sur par exemple des jobs qui sont super chiants physiquement, j'entends, tu vois, rien que ça, des trucs qui sont durs, bah vaut mieux pas. Parce il y a une ville, il y a un coin de région vers chez nous où en fait ils viennent ramasser il faut ramasser l'été les melons et les oranges. Et en fait, il y a tellement personne pour venir ramasser les melons et les oranges qu'ils importent des travailleurs étrangers qui viennent d'Équateur, etc. Alors eux, du coup, ils touchent un salaire qui est mirobolant par rapport à ce qu'ils toucheraient dans leur pays. Moi, en fait, je me dis, c'est fou, quoi, de pas trouver de la main-d'œuvre. Alors que justement, on a un taux de chômage qui est pas zéro. Le taux de chômage, il est à peu près à 7,5 là en France. Donc, ouais, mais on en reparlera aussi du taux de chômage et de ce que c'est. De ce qui cache réellement, parce que ça, je trouve que c'est aussi en lien avec cet épisode. Mais c'est vrai que comme tu dis, du coup, au lieu qu'on arrive à trouver en local des gens qui sont prêts à travailler pour ce salaire-là, on est obligé d'aller chercher des gens à l'étranger. Et en plus, indirectement, bon, c'est un autre sujet économique, mais en fait, on sort de la valeur de France parce qu'en fait, ces gens-là qui viennent travailler, on les paye un salaire et ce salaire, une fois qu'ils le reçoivent, ils vont le dépenser dans leur pays, ils le dépensent pas en France. Donc ça contribue en fait à faire sortir des euros de France qui ne re-rentreront pas et qui viendront au contraire regonfler le PIB de leur pays d'origine, quoi. C'est sûr. Donc du coup, ceux qui ont le droit au chômage, principalement, c'est les salariés qui ont travaillé plus de 6 mois dans l'année, visiblement. Oui. Est-ce que les indépendants, ils ont le droit au chômage ? Alors non, les indépendants n'ont pas droit au chômage. C'est aussi, là encore, dans le chômage, c'est quand même un avantage qui est réservé aux salariés. Donc on distingue, alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, je voudrais pas dire de bêtises. Je crois qu'en France, en tout, on a 21 millions de salariés de tête. J'avais regardé le chiffre il y a quelques mois, mais bon, j'ai une bonne mémoire des chiffres, mais des fois, elle a une limite. Alors de mémoire, hein, si je dis une bêtise, vous me corrigerez, mais 21 millions de salariés, et je crois qu'on a 2 millions d'indépendants. Donc on a 2 millions de personnes qui sont pas salariées. Donc on voit quand même que l'écrasante majorité des Français qui travaillent sont salariés, et ceux-là peuvent avoir droit au chômage, et effectivement les indépendants, eux, ne l'auront pas. Sauf, alors il y a quelques cas où les indépendants peuvent y accéder, je pense qu'on le regardera pas dans cet épisode parce que c'est tellement compliqué, c'est dans certains régimes particuliers. Le fact-checking de l'épisode. Ah, tu me fais là le fact-checking en direct. 30 millions fin 2022. De salariés, voilà, mais il y a quand même 2 millions d'indépendants, je crois. En fait, j'avais retenu que c'était, bon, moi je m'étais trompé de 10 millions, mais grosso modo, j'avais retenu que c'était, qu'il y avait en gros que c'était 90% quasiment, un peu plus de 90% de salariés et le reste en indépendants. Bon, la majorité des personnes travaillent en job salarié, quoi, ça, pour le rapport, exactement. Gens qui travaillent. Et en plus, il faut bien expliquer à quoi sert le chômage, c'est-à-dire que en principe, si vraiment on fait le cas général, normalement le chômage c'est censé venir compenser un salarié qui aurait perdu son emploi et qui aurait bien besoin d'un revenu, parce qu'en fait ce qu'on considère un petit peu dans l'aspect social de comment fonctionne notre société aujourd'hui, c'est que plus ou moins t'as besoin des salariés parce que c'est eux qui viennent en fait faire plus ou moins fonctionner le pays, et on considère que le jour où ils perdent leur job, il faut qu'ils aient une certaine protection sociale qui leur permet de pas se retrouver à la rue du jour au lendemain, ce qui d'un autre côté vient aussi souligner le fait que quand t'es salarié, tu vas être payé tellement peu que ton salaire tu vas le dépenser tout le temps, que t'auras pas la possibilité de mettre de l'argent de côté, que du coup le jour où tu perds ton job, en fait t'es direct à la rue, tu vois.
Alors du coup, tu as le chômage qui vient te compenser un petit peu cet écart-là et qui vient, au lieu qu'on te le donne en salaire en plus tous les mois et qu'on se dise que tu puisses l'épargner, comme il y a certains régimes anglo-saxons, c'est le cas, ben en fait, en réalité, si tu perds ton job, ben, tu as le chômage qui vient compenser une partie de ta perte de revenus. Et par contre, quand tu es indépendant, ben, tu cotises pas au chômage, mais par contre, t'as pas droit à cette protection-là. Après, ça c'est dans la théorie. On voit quand même qu'aujourd'hui en France, tu as aussi une réalité du chômage, c'est que c'est aussi devenu une espèce de subvention à la création d'entreprises. Oui. Mais qui vient de, encore une fois, de deux choses. Et je pense que c'est important de le dire dans ce podcast parce que souvent, j'entends partout taper énormément sur le chômage, alors que c'est quand même une réalité, c'est que depuis qu'on est dans l'Union européenne, les subventions aux entreprises sont extrêmement compliquées parce que, encore une fois, vous êtes dans les lois du marché européen qui vous empêchent, qui empêchent l'État d'intervenir au profit de ces entreprises nationales. Donc, en fait, les subventions que peut donner l'État français à des entreprises est extrêmement limitée. Alors, il y a effectivement plein de cas où c'est possible, mais le cas général du droit européen, c'est l'interdiction de subventionner les entreprises. Donc, à partir de là, si vous comparez par exemple à tous les pays hors de l'Europe, qui eux peuvent décider de donner n'importe quelle subvention à leur entreprise, ben on se rend compte qu'en France, c'est compliqué de pouvoir subventionner la création d'entreprises. Une manière que l'État français a trouvé de subventionner la création d'entreprises, c'est justement de permettre aux anciens salariés qui deviendraient créateurs d'entreprises de bénéficier de leur chômage. Parce qu'en soi, le chômage, il vient leur rapporter un revenu le temps qu'ils créent leur entreprise, c'est quasiment une subvention. Parce qu'il faut bien voir que le chef d'entreprise, la plupart du temps, c'est pas parce qu'il ouvre son entreprise que le lendemain, il gagne des euros. Et j'irais même encore plus loin, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de pays où quand tu crées une entreprise, au début, l'État vient pas t'emmerder et ne te demande pas de devoir payer tout de suite des impôts, des cotisations, des taxes diverses et variées. Alors qu'en France, on est quand même un des pays où... Vous n'avez pas travaillé, pas fait un euro de chiffre d'affaires, qu'il y a déjà des taxes qui tombent. Tu matricules une société, tu as déjà le greffe qui vient te raqueter quelques centaines d'euros pour la création de ton entreprise, quoi. Ouais, Puis là aussi, un impôt déguisé, quoi. Je pensais à la CFE, tu vois. Oui, la mais CFE, c'est chiant, tout le monde la paye alors que... Alors bon, la CFE, depuis quelques années, et en plus t'es comptable, t'es bien placé pour le savoir, la CFE, depuis quelques années, quand tu crées ta boîte, la première année, t'es Oui, elle est exo, mais bon... Mais bon, la deuxième année, tu la dois déjà, voilà, quoi. tu l'as plein pot, quoi, donc non. Donc effectivement, dès qu'on crée une entreprise, on est directement taxé. T'as envie de te dire, bon, si on te donne une petite subvention sous forme de ton chômage que tu peux toucher si t'as été salarié avant, c'est pas plus bête quelque part. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le chômage est de plus en plus utilisé et c'est pour ça que nous, on s'y est intéressé. C'est aussi pour ça qu'on fait cet épisode. Parce que quand vous voulez créer une entreprise, passer d'un statut salarié à un statut indépendant, ben, c'est une bonne porte de sortie qui vous permet de faire la transition. Et encore une fois, c'est légal. C'est-à-dire que c'est pas vous qui truandez le système en utilisant des allocations ou des indemnités de chômage qui ne devraient pas être perçues. En fait, vous avez tout à fait le droit de les percevoir si en contrepartie, vous remplissez vos obligations de création d'une entreprise derrière. Et pourquoi est-ce que du coup on dit que les accès au chômage sont de plus en plus restreints? C'est qu'en fait, ils ont durci les conditions pour y avoir accès quand vous partez avec un job salarié. Je crois qu'avant, quand tu faisais un abandon de poste, tu étais obligatoirement inscrit au chômage. C'était jusqu'au 1er juillet 2022. Ah tiens, on est vraiment trop tard. C'est vrai que c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'à l'époque, on pouvait considérer là pour le coup qu'il y avait quand même un petit abus quelque part, c'est-à-dire qu'effectivement, finalement, quelles sont les conditions pour bénéficier du chômage? Donc on a parlé de la durée, donc effectivement il faut avoir travaillé pendant 6 mois, donc avoir été salarié pendant 6 mois. Ensuite le chômage il vient dans les textes de loi, c'est en cas de perte involontaire du contrat de travail. Donc en fait vous avez déjà le cas très classique, vous étiez en contrat à durée déterminée, donc un CDD de 4 mois par exemple, non j'ai 4 mois mais vous n'avez pas droit au chômage, un CDD de 6 mois. CDD de 6 mois il vient à se terminer, vous à temps plein, vous avez droit à votre chômage, vous bénéficiez de vos allocations. Maintenant vous êtes en CDI. Les cas de rupture d'un CDI, il n'y en a pas 50. Vous avez d'abord le licenciement. Donc il peut être pour faute simple, pour faute lourde, pour faute grave. On va pas vous les détailler, hein, c'est pas un cours. Encore une fois, c'est pas un cours de droit social. Ça va jusqu'à faute grave, je crois, où tu peux avoir le chômage, non? Ou faute tout court, je me rappelle plus. Alors faute simple, tu as droit. Faute lourde, tu as droit. Faute grave, tu as pas droit. Ouais. Après, tu peux être aussi licencié pour insuffisance professionnelle, et tu peux être aussi licencié pour motif économique. Donc tu vois, t'as quand même pas mal de licenciements qui sont possibles par l'employeur. Bref, dans tous les cas de licenciement, sauf la faute grave. Mais la faute grave, elle arrive quasiment jamais. En fait, la faute grave, vraiment y aller, quoi. La faute grave, vous avez pris votre voiture, vous avez essayé de rouler sur le chef d'entreprise, je pense. C'est le seul cas où on peut vous reconnaître une faute grave. Bah, par exemple, dans le cabinet où je suis, avant, il y avait eu un mec qui était
là, je pense, 1 an avant moi. En fait, il a été licencié pour harcèlement sexuel. Et, sur tes équipes en plus. Sur mes petites. Et en fait, du coup, il a été licencié pour faute grave et... Non, pas faute grave, justement. C'est quoi? C'est faute simple? Faute lourde. Faute lourde, voilà. Ouais, bah, faute lourde. En fait, faute lourde, il était simplement licencié, il avait droit à son chômage. En fait, la faute grave, elle est très très dure à prouver. En fait, honnêtement, si un jour vous êtes licencié pour faute grave, allez au prud'homme. Dans 99% des cas, on vous invalidera votre licenciement. C'est pour ça que les boîtes ne font jamais la faute grave. Bon, bref, on sort un petit peu du sujet, on commence à rentrer dans des donc, vous voyez, des même sujets un peu compliqués. pour un truc rien qui était quand même très grave, au final, il l'a quand même eu. Donc, oui. Et c'est un peu vicieux tout ça parce que du coup, tu vois, tu te dis, bon, j'arrive pas à avoir. Bon, attends, on va finir les cas de. On va finir les cas. Donc là, j'ai parlé du licenciement. L'autre grand cas, la plupart du temps, c'est ce que vous propose l'entreprise parce que ça coûte moins cher qu'un licenciement, c'est la rupture conventionnelle. Donc ça, la rupture conventionnelle, en fait, c'est d'un commun accord. C'est en fait dans les textes, c'est l'entreprise qui veut se séparer d'un salarié, le salarié qui est d'accord pour partir. C'est en fait dans les textes, normalement, c'est pas le salarié qui propose à l'entreprise de partir, même si dans les faits ça peut se passer comme ça. Dans les textes, c'est vraiment l'entreprise qui propose à un salarié, le salarié qui est d'accord. En fait, on considère plutôt que le licenciement, c'est le moment où l'entreprise propose au salarié de partir et qu'il n'est pas d'accord en soi. Donc pourquoi les entreprises proposent des ruptures conventionnelles? Ça coûte un petit peu moins cher qu'un licenciement. Vous avez moins d'indemnité en fait, tout simplement pour le salarié. Ouais, mais même pour le temps qu'il a été là... Ah oui, non. Oui, ça dépend en fait, temps, quand tu licencies quelqu'un, en fait, les indemnités sont pas les mêmes. Tu dois lui donner une indemnité de préavis, ton indemnité de licenciement est plus élevée, alors que ton indemnité de rupture conventionnelle. En fait, la plupart du temps, une rupture conventionnelle, le salarié va faire son préavis et en plus, ton indemnité va être inférieure en termes de nombre de mois de salaire par année d'ancienneté. Mais bon, honnêtement, je pense que ça vaut pas vraiment le coup qu'on renonce. Oh non, on vous invite à taper sur Google. Ouais, tapez-le sur Google, vrai, c'est pas très compliqué. C'est bien expliqué. Si on les énumère, ça va pas être très intéressant. Et le dernier cas de rupture du contrat de travail, c'est la démission. Donc ça, c'est le salarié qui, en fait, c'est en gros l'entreprise qui veut pas se séparer du salarié, mais le salarié qui veut partir de l'entreprise et qui démissionne. Et normalement, la démission n'ouvre pas droit au chômage, sauf cas particulier, on le verra juste après. Testé et approuvé, du coup, effectivement. Pas encore approuvé, mais en cours de test. Ouais, aussi, moi, du coup, j'ai déjà démissionné et effectivement, j'ai jamais eu de... Ah oui, chômage. non mais oui, non mais c'était pour les cas où il y avait le chômage que tu disais testé approuvé. Ah okay. Oui. J'avais pas compris la blague. Et du coup là récemment, ils durcissent les conditions d'accès à la rupture conventionnelle. Oui, alors les durcissent. Enfin, les coûts. Oui ou non, en fait, ils augmentent le coût, c'est-à-dire qu'avant, l'indemnité de rupture que vous donnez l'entreprise était exonérée de cotisations patronales. Maintenant, les cotisations patronales sont dues. Donc, c'est vrai que ça coûte plus cher pour l'entreprise. C'est un petit moyen qu'ils ont essayé de trouver parce qu'ils se sont rendus compte que les boîtes faisaient énormément de ruptures conventionnelles. Je sais plus, je crois qu'on est là encore. Fais-moi un fact-checking des chiffres, mais on est en centaines de milliers par an. En rupture conventionnelle. Ouais. Et après aussi, du coup, il n'y a plus l'abandon de poste qui ouvre droit. C'est ça. Maintenant, la période d'essai, si elle est... C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand justement, tout à l'heure, on parlait de l'abandon de poste, avant, vous vouliez faire une rupture conventionnelle, l'entreprise ne voulait pas. Si vous démissionnez, vous n'aviez pas droit au chômage. Donc, si vous vouliez quitter l'entreprise, avoir droit au chômage, vous faisiez un abandon de poste. Et en fait, un abandon de poste, vous ne vous pointiez plus au travail et l'entreprise finissait par vous licencier, donc vous aviez droit à vos indemnités. Un demi-million. Un demi-million, tu vois, je l'avais dit en centaines de milliers. Et du coup, maintenant, depuis juillet 2022, l'abandon de poste n'est plus possible. Maintenant, quand vous faites un abandon de poste, vous êtes requalifié en démission. Donc vous n'avez pas droit au chômage. Et c'est comme ça qu'en fait ils ont mis fin à tous les abandons de poste. Ce qui d'un côté peut se comprendre un petit peu parce que pour le coup l'abandon de poste ça vient vraiment désorganiser l'entreprise parce que l'entreprise elle peut pas, surtout quand c'est des grosses boîtes, elle peut pas le remplacer tout de suite. En théorie même s'il fait un abandon de poste, tant que vous l'avez pas licencié, s'il revient vous êtes obligé de le reprendre. Enfin ça peut vite être très 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 compliqué à gérer pour le chef d'entreprise. Donc honnêtement je comprends qu'ils aient mis fin à cet abus là. Ouais. Mais comme tu disais on voit quand même qu'ils vont dans une logique de restreindre au maximum l'accès au chômage. C'est vrai que... Alors qu'en réalité, Enfin, je veux dire... Alors, est-ce que tous les salariés, du coup, un jour seront au chômage? Je ne sais pas. Non, en fait, la théorie, non, parce qu'il faudrait voir... Mais... Oui, mais bon... Ça veut dire que pour ceux qui aimeraient un jour se lancer, c'est de plus en plus compliqué. Oui, après, tu vois, encore une fois, là aussi, il faut relativiser. C'est que le chômage, c'est quand même une certaine logique. T'as quelqu'un qui est dans la même boîte toute sa vie, forcément, il sera jamais au chômage, il aura cotisé toute sa vie et il ne va jamais en bénéficier. C'est un peu toujours pareil. T'as des gens qui vont être très malades et qui coûtent des centaines de milliers d'euros à l'assurance maladie. T'en as d'autres qui sont jamais malades toute leur vie, qui vont faire un arrêt cardiaque à 90 ans et qui auront coûté zéro, qui pourtant ils auront cotisé pareil. Donc c'est un peu toujours cette logique d'assurance publique où, entre guillemets, tout le monde cotise et ça permet d'équilibrer
déséquilibrer le système. Après, là où je suis moins d'accord et effectivement tu as raison de dire qu'ils viennent restreindre cet accès-là, c'est que je suis pas certain qu'on était dans une situation d'abus. Si vraiment on se remet dans les dernières années, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à vraiment durcir l'accès au chômage à partir de 2017. 2016, pardon, la loi travail, je sais pas si tu t'en souviens, on était au début d'année d'études supérieures. La première loi travail avait commencé à durcir et après on a eu un enchaînement de plusieurs lois qui sont venues, donc ça fait peut-être pas une dizaine d'années, on va dire 6-7 ans que maintenant ça vient se durcir de plus en plus. Et la réalité, c'est que le marché du travail a pas changé depuis cette époque. Donc en fait, ils sont venus retirer des droits sans baisser les cotisations, encore une fois, c'est-à-dire qu'on paye toujours autant tous les mois en tant que salarié au niveau du chômage. Et ils sont venus diminuer le nombre de bénéficiaires qu'ils pouvaient en avoir. Sachant qu'en plus, derrière, c'est peut-être le moment de parler un peu du taux de chômage, du fameux taux de chômage et de ce que ça cache vraiment à l'intérieur. En fait, ils annoncent, je sais plus, là, t'as dit tout à l'heure 7% de chômage. Ouais, on est à 7,5. Allez, là, tu me feras le choix de checking peut-être à 7,8, mais encore une fois, il faut bien savoir que le taux de chômage, il y a plusieurs chiffres qui sont donnés. Il y a le ministère du Travail qui en donne un par trimestre. Il y a le Bureau international du travail qui t'en donne un tous les trimestres aussi. Et sachant que leurs deux calculs sont pas les mêmes parce que la manière dont le ministère du Travail et dont le Bureau international du travail calcule le taux de chômage n'est pas le même. Donc tu peux des fois avoir des petites différences. Je pense que on doit être entre 7,5 et 8, je crois, de mémoire. 7,3, monsieur. Ah, 7,3. Ouais, mais 7,3, c'est le ministère du Travail. Si tu prends le Bureau international du travail, c'est différent. Parce qu'encore une fois, le taux de chômage, il prend tous les demandeurs d'emploi. Et c'est là où tu viens faire un peu une distinction, c'est que si maintenant tu touches ton chômage et que tu es en train de créer une entreprise, t'es pas un chômeur. Oui, en fait, c'est ça, c'est que tu étais payé pour créer ton entreprise, donc justement, et créer de la valeur ajoutée. À l'inverse, tu peux ne pas toucher ton chômage. Par exemple, tu as démissionné de ta boîte, donc t'as pas droit au chômage, mais tu es un chômeur parce que tu es à la recherche d'un emploi. Donc là, tu vois, tu as encore une distinction. C'est vrai qu'il y a toujours des nuances qui font pour les calculs. C'est un peu pour ça que les politiques jouent toujours sur les chiffres, sur ce genre de trucs. Et puis comme vous aviez en France, je pense que tout le monde en a déjà entendu parler, les fameuses catégories A, catégorie B, catégorie C, catégorie D sur les chiffres du chômage. Alors ça, franchement, je mets au défi quiconque de vraiment savoir comment ça fonctionne. Je m'y suis intéressé vite fait, je suis pas capable de vous l'expliquer en détail, mais grosso modo, la catégorie A, c'est quand vous êtes vraiment à la recherche d'un taf, et après ils ont créé les autres catégories pour dire que en gros vous cherchez un taf, vous l'avez quasiment trouvé, ou alors vous travaillez un petit peu mais pas assez, enfin bref. Je me demandais de quoi tu parlais, et en fait oui, ça te revient maintenant. Oui. Et en fait la réalité c'est que 7,3% c'est la catégorie A, et que quand tu additionnes les autres catégories, tu arrives grosso modo à 10% de chômage, sauf que dans les 3% restants, tu as des gens qui travaillent un petit peu en fait, qui travaillent en intérim ou ce genre de choses. En fait, c'est un peu, je suis pas complotiste ou quoi, mais c'est un peu Quand une phrase commence par je ne suis pas complotiste, tu sais que ça va glisser. Là, la 106, elle a plus de frein, elle fait tout droit, la route est mouillée. Allez, vas-y, je t'en prie. Non, mais je disais qu'en fait, c'est le sentiment que j'ai, c'est qu'en fait, le but c'est de réduire justement ce taux de chômage. Qu'importe si c'est des emplois à des vrais emplois à valeur ajoutée ou pas, tu vois. S'il y a des gens qui galèrent. Je sais pas, à faire Uber, tu vois, c'est pas des jobs qualifiés, c'est pas des jobs... Après, ils sont pas salariés Uber, mais oui, je comprends. Non, mais tu vois la logique que je veux dire, enfin, des jobs, comment on appelle ça? Je sais même plus comment on dit. Vraiment... En fait, si, parce qu'en fait, si tu veux, ta logique, et t'as assez raison là-dessus, c'est qu'en économie, tout ne se vaut pas. C'est-à-dire que deux emplois payés pareil n'ont pas la même création de valeur dans le PIB. Même vous pouvez avoir des emplois, c'est-à-dire des gens qui sont payés, qui créent moins de valeur que ce qu'ils coûtent. Et ça arrive tout le temps. Après, dans une économie, ça s'équilibre. Mais effectivement, t'as raison de dire que vous créez 300 emplois dans l'industrie de l'armement, qui est... pour notre PIB en France, c'est-à-dire que le taux de retour sur le PIB d'un emploi sur l'armement, en fait, ça vaut 4 emplois dans la grande distribution, grosso modo. Donc, c'est des métiers à très forte valeur ajoutée. Maintenant, vous payez des dizaines de milliers de personnes pour ramasser les papiers dans les rues ou pour agrandir les trottoirs, et vous, en fait, vous créez zéro de PIB pour le pays. Pourtant, vous avez quand même des gens qui sont payés, qui sont salariés, et donc, soi-disant, un marché du travail qui se porte mieux. Donc, c'est vrai que tu as raison entièrement là-dessus. Et en plus, ça ignore aussi un autre des problèmes, je pense, de la trop grande taxation en France, c'est le travail au noir. Oui. Et combien de gens travaillent au noir, ou combien de gens, tu vois, quand on parlait des différentes catégories tout à l'heure. C'est super dur apparemment à évaluer quand même. Combien est-ce qu'il y a de... c'est super dur, combien le marché de black mais pour des raisons super simples. C'est-à-dire tout à l'heure, on a parlé du taux de chômage, donc de la catégorie A. Maintenant, tu prends les catégories B, C, D, donc grosso modo, c'est les gens qui sont en formation ou qui travaillent un petit peu, mais pas assez. Ces gens-là, qu'est-ce qui se passe? En fait, ils se déclarent, ils travaillent un petit peu pour quand même avoir une protection maladie. Ils se déclarent demandeurs d'emploi, ça leur permet de toucher le chômage s'ils remplissent les différentes conditions. Et à côté, ils travaillent au noir.
Et en réalité, quand ils se rendent compte de ce qu'ils touchent au noir, en fait, ils restent. C'est-à-dire, ils préfèrent avoir un temps partiel dans un job déclaré, le reste payé au noir, et tu peux avoir ça, même des serveurs qui vont par exemple avoir des contrats de 15 heures et puis qui en fait ils travaillent 40 heures et que le reste est payé au black. Mais ça tu peux avoir ça dans le bâtiment. Dans le bâtiment, il y a plein de contrôles. Tu vois, on parlait de 6. Voilà, ça me fait ma boom anecdote de cette semaine. Tu vois, elle vient de me venir d'un coup là. C'est pas grave, on l'a fait au milieu de l'épisode, mais parce qu'elle est en lien. Je parle avec en plus, ça a été un des invités du podcast. Il a une belle boîte dans le sport. Ils ont des dizaines de salariés. Ils cherchent des locaux. Et en fait, ils sont très embêtés pour chercher les locaux parce qu'en fait, ils se rendent bien compte de toutes les normes qu'il faut quand vous êtes une entreprise et que vous voulez des entrepôts industriels avec les normes de avoir une issue de secours tous les 25 mètres, il faut X nombre d'extincteurs, enfin bref, toutes les règles bien françaises qui compliquent une entreprise qui veut s'installer dans des locaux ou amènent des frais qui sont assez importants. Et il me dit, honnêtement, regarde, nous on est, ils sont peut-être 3 associés qui ont moins de 30 ans, il dit on est 3 associés qui ont moins de 30 ans, si jamais on respecte pas la moindre règle, on va se prendre un premier contrôle, quand ils vont voir qu'il y a un problème, on va tous les avoir, l'URSSAF, les impôts, la direction du travail, enfin ils vont tout prendre sur eux. Et je lui dis, c'est vrai que malheureusement, c'est vrai qu'en France, tu te retrouves dans des situations comme ça où toi t'essaies juste de monter ta petite boîte alors que eux c'est une boîte familiale, c'est une boîte de potes en fait, il y a 3 associés et les autres c'est des amis à eux qui travaillent mais qui sont déclarés encore une fois, personne travaille Ils font du merch en plus, du merchandising. Ils font du merchandising et de l'achat-revente de fringues de sport et de matériel de sport. Et je lui dis, c'est vrai qu'en plus tu me dis ça et je trouve que c'est vraiment le problème de la France, c'est que toi ils vont venir t'embêter alors qu'au final tout est carré, alors à part peut-être la moindre virgule, enfin ils trouveront toujours quelque chose pour t'embêter, mais je veux dire sur le principe tu respectes toutes les règles et tu viens créer de l'emploi et de la valeur. Et à côté, on sait très bien que leurs Jeux Olympiques et leur stade, en fait, t'as la moitié des ouvriers qui travaillent sur les chantiers qui sont pas déclarés, qui travaillent au noir, machin. Et ça, tout le monde le sait. Et bizarrement, là-bas, il y a jamais de contrôle. Tu vois? Et je trouve que c'est un vrai problème encore une fois, c'est toujours pareil. C'est pas que la réglementation est dure ou qu'elle est stricte. C'est qu'en fait, elle s'applique pas à tout le monde. Elle s'applique pas à tout le monde. C'est vraiment ça, je trouve qu'en France, pour moi, c'est un des gros problèmes quand on veut lancer une boîte ou quand on veut créer de la valeur à son compte. Pour moi, c'est vraiment un des cas les plus graves, c'est qu'en fait, tu te retrouves à une situation d'inégalité pour des trucs aussi bêtes que ça, quoi. Après, je sais pas si, on va pas rentrer dans des débats politiques trop poussés, mais c'est vrai que je sais pas si c'est ce gouvernement en particulier, mais t'as quand même l'impression. Non, ça a comme ça. Non, tu sais, faut détendre les auditeurs là-dessus. Honnêtement, c'est comme ça depuis 30 ans. Oui, en fait, c'est que souvent, ça sert les élites et voilà, on contrôle bien que ceux que ça arrange, quoi. Donc. Je te sens complotiste. Bref, du coup, pour revenir on était quand même toujours sur notre sujet du travail, mais pour revenir à ces histoires de chômage, on a vu la durée qu'il fallait avoir cotisé, on a vu combien on touchait à peu près, donc on l'a dit, c'est 57% de votre brut, donc ça vous fait à peu près 70% de votre net. Ce qui est pas mal du coup pour pas Ce qui est pas mal du tout. On a vu les cas où vous pouviez en bénéficier. Maintenant, il y a le cas un peu principal et qui s'est un petit peu durci. C'était le cas où vous voulez démissionner et vous voulez toucher au chômage. Alors attention, ici durci et pas durci parce qu'il faut quand même rappeler qu'avant 2019, si tu démissionnais, tu n'avais jamais droit au chômage. Il n'y avait aucune porte de sortie. Si, je te dis une bêtise, les seules portes de sortie qui existent depuis très longtemps, c'est par exemple si ton conjoint a une mutation et que tu dois déménager, que tu démissionnes pour suivre ton conjoint, tu as droit au chômage. En fait, tu avais ce qu'on appelle des cas de démission légitime, ou alors tu avais également des cas qui pouvaient être de maladies professionnelles, enfin tu avais quand même quelques cas qui pouvaient être reconnus comme démission légitime et qui pouvaient ouvrir droit au chômage. Mais on va dire que hors ces cas-là, qui sont quand même relativement rares, tu n'avais pas droit au chômage si tu démissionnais. Depuis 2019, il y a un dispositif qui est vachement bien, que je suis en train de tester en ce moment, donc je vous dirai à la fin de l'année si ça fonctionne. Mais en fait, quand vous démissionnez, vous pouvez faire reconnaître votre démission pour en fait une création d'entreprise. Donc quand on parlait tout à l'heure des subventions, c'est là encore une fois, faut rétablir un petit peu l'égalité. C'est un truc tout bête, mais je suis licencié demain. Je veux créer ma boîte, le Pôle emploi va me dire ok, au lieu de chercher un emploi, tu crées ta boîte. Forcément, ils vont dans les faits vérifier que je crée ma boîte, ça c'est pas un souci, et je vais toucher mon chômage. Donc ça, c'est si je perds mon emploi. Mais si moi-même je veux quitter mon emploi, c'est plus compliqué. Il faut en fait monter un projet professionnel, passer devant une commission. Cette commission reconnaît que vous avez un caractère réel et sérieux de votre emploi et grâce à ça, Pôle emploi accepte de vous indemniser même si vous avez démissionné. Pour ça, il y a différentes conditions à remplir. Il faut avoir, surtout la plus importante, c'est pour avoir été salarié 5 ans
en continu, ce qui est mon cas, c'est-à-dire vraiment vous avez 3 jours où vous n'avez pas été salarié sur les 5 ans, ça remplit pas votre cas. Moi je rentre pas dans ce cas-là et parce que toi t'avais pris quelques vacances entre deux entre contrats. Mon ancien contrat et celui-là, j'ai pris 6 semaines de congé. Enfin, de congé. Oui. De et split, du coup, quoi. ça te enlève et du coup, ça m'enlève aussi la possibilité de faire le même recours que le tien. Exactement. C'est que j'ai pas le choix, du coup, que de demander une rupture conventionnelle. Alors que moi, j'ai été 5 ans salarié en continu dans la même boîte. Donc pour ça aide un petit peu et vous devez vous rapprocher en fait dans votre région. Alors nous, ça s'appelle Transition Pro Occitanie, mais je pense qu'il y a ça dans toutes les régions de France. Je pense aussi, ouais. C'est plus ou moins sponsorisé par le conseil régional. Et en fait, vous devez vous renseigner c'est là encore, c'est très franco-français, c'est plein d'administration, il faut vraiment se renseigner à l'avance parce que ça prend du temps. C'est-à-dire que vous devez aller à Transition Pro, c'est ce que j'ai fait. Vous devez prendre rendez-vous pour quel dossier, c'est ce que j'ai fait. Une fois que vous êtes, ils vous demandent de vous rapprocher de vos... l'APEX. Alors moi, c'est l'APEC parce que je suis cadre, mais quand t'es pas cadre, je me souviens plus quel nom porte. C'est pas Pôle emploi directement. Non, c'est pas Pôle emploi. En fait, l'APEC, c'est un centre public encore, mais qui aide les cadres à chercher un emploi ou à faire des reconversions. Il y a la même chose plus ou moins pour toutes les branches socio-professionnelles. Et donc, après avoir été voir Transition Pro, avoir pris un rendez-vous, je dois aller voir APEC, reprendre un rendez-vous, sachant que c'est toujours pareil, c'est des trucs où vous téléphonez, vous prenez un premier rendez-vous téléphonique pour prendre un autre rendez-vous. Donc en fait, vous prenez des rendez-vous pour fixer d'autres rendez-vous, c'est génial. Et à la fin, vous devez monter un dossier, donc forcément, ça reste un vrai dossier. Vous devez justifier de l'activité que vous allez devoir faire, l'expliquer, la motiver. Vous devez également donner un business plan et un prévisionnel avec votre expert comptable. Heureusement, j'en connais un, il paraît qu'il est bon. Et une fois que vous avez constitué votre dossier, vous devez passer devant une commission. Donc vous devez rendre votre dossier à peu près 6 semaines avant la commission. La commission rend sa décision. Une fois que vous avez la décision, vous pouvez démissionner et vous inscrire à Pôle emploi et bénéficier du chômage. Ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas démissionner avant d'avoir l'accord de la commission. Ouais. Donc c'est un dispositif qui est plutôt pas mal. Moi personnellement, je le connaissais vaguement. Je savais que ça existait, mais je m'y étais pas intéressé. Pour être honnête, là, moi, la première chose que j'ai fait, comme vous le savez, on veut quitter notre job au 31-12, j'ai dit à mon employeur, j'aimerais bien une rupture conventionnelle. Il m'a dit non. Je me suis rendu compte que le bras de fer allait être compliqué à engager parce que c'est une grosse boîte et que... oui, en plus, t'as pas 15 milliards de solutions. En fait, t'as toujours la solution la plus chiante, c'est d'arrêter de bosser, d'attendre d'être licencié. Mais bon, après, je pense que chacun a un peu son tempérament et je sais que moi, je suis pas comme ça. Même si j'aime pas trop ce que je fais, j'essaie de le faire bien parce que c'est comme ça que je vois les choses. Et c'est vrai que, étant donné que ça se passe quand même bien dans la boîte, j'avais pas envie de partir entre guillemets en foutant ce bol partout et en attendant d'être licencié. Rien que par exemple, je me rends bien compte que je suis dans une grosse boîte, entre guillemets, mon manager c'est lui qui va épuiser qui va devoir s'occuper des pots cassés, alors que c'est pas lui le responsable si j'ai pas de rupture conventionnelle. Donc c'est pour ça que j'ai testé ce dispositif. On va voir si ça marche. Je croise les doigts. Normalement, ça marche plutôt bien si vous faites sérieusement. Je vous confirmerai ça de toute façon dans les mois qui viennent. Mais voilà, retenez que il faut avoir été salarié pendant 5 ans, qu'il faut se rapprocher de votre dispositif régional, de vous inscrire, de ensuite prendre rendez-vous avec plus ou moins je pense qu'APEC, ça doit être une association ou un organisme public. Non, l'organisme public qui s'occupe de trouver... c'est le truc des cadres en fait. C'est ça, qui s'occupe de trouver l'organisme socio-professionnel qui s'occupe de vous aider dans vos reconversions. Montez le dossier. Dites-vous juste que ça prend au moins 6 mois. Ouais, parce que du coup, pour les dates de rendez-vous, on était vachement étonnés du délai. C'est ça, je vous cache pas que je suis dessus depuis déjà fin mars, que là on est déjà début mai, que ça n'a pas avancé, que j'ai certains rendez-vous qui vont intervenir fin mai et que grosso modo je suis sur rendre un dossier pour juillet pour avoir une réponse en septembre. Et en fait, décembre, ça vient vite. Ouais. Voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu le temps que ça prend. Sachant également, ça je profite d'en parler, même si nous ça nous intéresse pas, mais peut-être qu'il y en a certains qui nous écoutent le podcast que ça peut intéresser. Parlons un petit peu quand on est déjà dans un emploi, qu'on veut se reconvertir dans un autre emploi. C'est-à-dire on veut rester salarié. On veut quitter une boîte, faire une formation, passer un diplôme et aller dans une autre boîte. Parce qu'en fait, soit vous démissionnez, vous n'êtes pas payé, donc vous devez vivre sur vos économies, passer vos diplômes et après rechercher un emploi, soit il y a un dispositif qui vous permet d'être payé en tant que salarié, de garder votre emploi en fait. Attention, l'employeur peut refuser. Pas pour ce dispositif-là. Moi, j'ai une copine qui l'a fait. Oui, mais c'était pas le même dispositif qu'elle a demandé. Ah d'accord. Pour moi. Non, elle a demandé un congé formation de son employeur. Ça, c'est encore autre chose. D'accord. Moi, je parle pas du congé formation parce qu'effectivement, le congé formation, ça, vous pouvez le demander. Mais en fait, votre employeur ne va vous le donner que si c'est un intérêt pour lui. Si ça n'a pas d'intérêt pour lui, il va pas vous le donner. Moi, je parle
du dispositif de projet reconversion. Et ce dispositif-là, en fait, vous êtes salarié, vous demandez en fait un congé sans solde en soi à votre employeur. Un organisme, donc l'organisme public régional, décide de vous verser quand même votre salaire pendant que vous êtes en formation, et à la fin de votre formation, vous avez votre diplôme, et soit vous décidez de rester dans votre entreprise, soit vous décidez de démissionner et d'aller trouver une autre entreprise. Mais c'est important de savoir que ces dispositifs existent, parce que c'est vrai que des fois, quand on rentre dans le monde du travail, on peut se dire je me suis trompé, je suis parti dans une voie qui me parle pas. Pour autant, pour l'instant, je me vois pas de créer mon entreprise, ou en tout cas, je me vois plutôt travailler dans une autre boîte, mais j'ai besoin d'un diplôme, ou j'ai besoin d'une formation qualifiante qui me permet d'aller dans cette nouvelle voie, et il faut que j'ai quand même un salaire et de quoi vivre le temps de passer cette formation. C'est sûr. Donc sachez que ce dispositif existe, et c'est la même chose, hein, que vous ayez le dispositif reconversion création d'entreprise ou reconversion formation, ça fonctionne à peu près pareil. Donc rapprochez-vous éventuellement de vos dispositifs régionaux si c'est le cas. Ça n'est pas impossible du coup d'avoir accès au chômage, mais il faut s'accrocher en fait. Ouais, mais c'est quand même un parcours du combattant. Après, en fait, ça va un peu comme tu dis, c'est dans les... C'est dans les jeunes français, ça. Non, ça. mais... si, tout est compliqué. Dès que tu veux faire quelque chose, il faut... Oui, mais c'est comme tu disais, c'est la logique du système. C'est qu'il y a 30 millions de salariés. Si du jour au lendemain, les 30 millions de salariés ils veulent toucher leur chômage, il faut pas qu'ils puissent l'avoir, parce que sinon, forcément, ça, tu vois, d'un point de vue économique, ça peut pas durer. Donc en fait, si tu veux, c'est toujours pareil. C'est que d'un côté, t'as ceux qui vont te dire, ouais, mais c'est pas normal qu'il y ait le chômage. Ok, mais tu peux pas reprocher aux gens qui veulent l'avoir. À ce moment-là, il faut dire le système est pas bon, et à ce moment-là, il faut carrément peut-être arrêter le chômage. Mais pour le coup, si tu arrêtes le chômage, tu diminues tu rends les cotisations. Ouais, tu rends l'argent salarié, quoi. Tu vois, à un moment donné, il faut quand même que c'est une certaine logique. Ouais. Sachant que, je pense qu'on peut quand même le dire, les indépendants, parce que souvent on parle du fameux président de SAS, est-ce qu'il a assimilé salarié? Alors il est assimilé salarié parce qu'il cotise pas au chômage. En fait. Mais pour la retraite. Il cotise à tout, mais pas au chômage. Il recotise pour la retraite et la maladie, en soi, mais pas le chômage. En plus, sachez que si vous voulez prendre un salaire en tant que président de SAS, ça va vous coûter les yeux de la tête. Donc, ça coûte ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour 1 euro de salaire net, vous allez payer 2 euros de charge sociale. Quoi. Exactement. C'est affreux. Ok, bon, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur le chômage? C'était notre petite réflexion de la semaine. Ouais, c'était la petite réflexion. Je pense que ça peut être intéressant parce que là, encore une fois, pour une fois, on parle pas d'immobilier, on parle pas de finance, mais bon, ça reste on parle de flouze quand même, tu vois. Ouais, et puis c'est des événements de la vie, en fait. Et puis, tu vois, le truc, c'est que en réalité, on forme pas les gens là-dessus. Tu vois, je trouve que c'est aussi de l'éducation financière de savoir un petit peu ces choses-là, comment fonctionne le chômage, comment est-ce qu'on peut en bénéficier. Parce que bon, moi j'ai eu, toi aussi, peut-être un petit peu moins poussé que la mienne, mais moi j'ai une grosse formation sur le droit du travail et le chômage dans mes études de droit, que j'ai gardé parce qu'en fait je me suis dit que forcément comme j'allais être salarié, ça allait me servir. Donc les cas de démission, les préavis, c'est des trucs qui me restent. Julien, comment as-tu réussi tes études? Et j'ai tout retenu comme si c'était pour moi. Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'exactement, par exemple, il y avait du droit administratif, je suis même pas capable, tu sais, il y a toujours les étudiants qui ont fait le droit administratif sont toujours capables de citer les arrêts célèbres de la jurisprudence. Franchement, je les ai totalement oubliés et ça ne m'intéressait absolument pas. Par contre, les trucs comme le droit du travail, je me suis dit, ok, tu vas être salarié, il y a peut-être moyen d'apprendre des trucs qui peuvent te servir, mais ça peut être intéressant. Et voilà, tout ça pour dire que nous on avait quand même une base de formation là-dessus. Toi au niveau des taux, des cotisations, c'est un truc dont on était comptable. En tant que comptable, je dois vérifier ce qui est déclaré, etc. pour les contrôles URSSAF, donc il faut y piper quand même un minimum. Je pense que je suis pas aussi calée que toi sur le droit du travail, c'est vraiment pas trop ma tasse de thé, et puis j'en fais pas beaucoup. Donc, oui, en plus honnêtement c'est pas votre taf. Honnêtement, là pour le coup, je m'adresse aux entrepreneurs qui nous écoutent. Si vous avez une boîte, ne posez pas les questions au droit du travail à votre expert comptable, il va vous faire des conneries. Vraiment, moi le nombre de fois que j'ai vu des conneries faites. Mais encore une fois, c'est pas pour jeter la pierre aux experts comptables, c'est qu'en fait c'est pas leur job. C'est pas des conseils juridiques, c'est des conseils comptables et financiers. Donc ils peuvent vous, si sur l'aspect fiscal, parce que c'est de la compta finance en soi, ils peuvent vous amener un conseil éclairé. Maintenant sur les questions de droit du travail. Oui, et puis même je me rends compte que c'est vite limité, tu vois, moi le 3/4 des conseils qu'ils donnent, là, mon boomer de patron, je suis pas d'accord avec, tu vois, donc c'est une question. Mon boomer de patron qui est même pas expert comptable, ça cache. Voilà, en plus, je suis pas d'accord avec, donc en fait tout est une question de point de vue, et puis de toute façon, dès que ça devient trop pointu, il vaut mieux se faire accompagner des avocats. Complètement. Donc c'est vrai que le droit du travail, ça reste complexe. Après, là, on a quand même plutôt fait un épisode, je pense, pour
à destination des salariés majoritairement. Après, si vous n'êtes pas salarié, vous n'êtes pas reconnu dans les épisodes, dites-vous que soit un jour vous serez peut-être salarié et qu'auquel cas ces questions-là peuvent vous intéresser, soit peut-être que vous êtes indépendant, que vous posez la question d'être salarié et que vous dites si je passe salarié, si un jour je veux repasser indépendant, comment est-ce que je peux faire. Si maintenant vous êtes chef d'entreprise, un petit peu de savoir comment les salariés réfléchissent et à quoi ils ont droit, et en tout cas de d'éclairer un petit peu, je pense, vos connaissances sur l'aspect chômage. Je pense que dans tous les cas ça peut simplement vous aider, peut-être même à comprendre si un jour vous avez un salarié qui essaie de négocier un truc avec vous, vous comprenez pas, parce que ça je vois souvent dans les négociations, si on comprend pas ce que l'autre personne veut négocier, ça peut rendre les négociations tendues parce qu'en fait on ne comprend pas qu'est-ce qu'il est en train de nous demander. Alors que c'est souvent, je pense que c'est la base dans une négociation, c'est savoir ce que l'autre veut. Et comme ça tu te permets de, pas forcément de négocier en position de force, mais de trouver un compromis plus facilement. Oui, puis tout se négocie en réalité. Tout à fait. Donc voilà, c'était notre épisode sur le chômage. Je pense qu'on a fait un bon tour. Durée de cotisation, taux de non, on n'a pas parlé des taux, mais c'était pas intéressant. Après, on a parlé des durées de cotisation. Non, tu vois, ça, on l'a pas dit. Combien de temps touche le chômage? Tu vois, ça c'est le truc on l'a pas dit. Alors nous, on l'a fait pour nous, je crois que c'est 18 mois en tout. Ouais, mais justement, tu vois, tout à l'heure, quand tu parlais de durcissement du chômage, on passe pas ça a toujours été 24 mois. Non, ça a toujours été 24 mois de chômage. Donc 2 ans. Et en plus, c'est 36 mois pour les plus de 55 ans. Donc, tu vois bien que tu peux avoir une durée de chômage qui était relativement longue avant et qu'en fait, elle a été assez impactée. C'est-à-dire que maintenant, pour les plus de 55 ans, parce que bien sûr, pour les boomers, il faut toujours garder les avantages, ils sont restés à 36 mois, donc à 3 ans donc droit à 3 ans de chômage, qu'on considère. Après, tu vois, ça, je trouve ça peut-être pas si injuste que ça, parce qu'en réalité, c'est compliqué de se faire embaucher à genre 55 ou 60 ans, tu vois. Je suis d'accord, mais alors encore une fois... critiquer, mais... Je reste dans ma logique et je reste cohérent. Je ne dis pas que c'est un abus, mais en fait, si tu veux quelqu'un qui se retrouve au chômage à 59 ans, ne retrouve jamais un emploi. En fait, il va jusqu'au bout de son chômage et il touche sa retraite. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que c'est trop compliqué. Moi, je fais du recrutement, j'en voudrais jamais, tu vois. Ah, tu vois, je sais pas, parce qu'en vrai, ils coûtent trop cher, ils sont trop caractériels. Non, mais ils coûtent trop cher, ils coûtent la même chose qu'un quelqu'un de plus jeune au même salaire, c'est juste en fonction du salaire qu'ils demandent, c'est plutôt ça. Généralement, tu retrouves pas, tu vois, une fois que tu te fais licencier à ces âges-là, comme tu dis, ils partent à la retraite, en fait. Non, mais c'est surtout qu'après, ils ne cherchent pas, parce que comme ils ont le chômage pendant 3 ans, ils ne cherchent pas. Encore une fois, c'est pas pour leur jeter la pierre, je dis juste que le système met en place le fait que quand t'as un certain âge, tu peux toucher 3 ans de chômage, mais en fait, tu les pousses jusqu'à ta retraite. Moi, j'ai même vu, parce que ça, je l'ai eu sur des clients banques privées, donc des gens qui ont été salariés pendant longtemps, qui ont négocié une rupture conventionnelle à 58 ans parce que l'employeur il voyait que c'était moins cher que s'il la faisait s'il la faisait plus tard. Ils ont touché 3 ans de chômage jusqu'à leurs 61 ans, il leur manquait quelques trimestres pour la retraite. Soit ils se sont mis en micro-entreprise, soit carrément ils ont vécu sur leurs économies jusqu'à l'âge légal de départ à retraite, ils sont partis. Mais ce que je veux dire, c'est que en faisant un dispositif comme celui-là, d'un point de vue du système socio-économique dans lequel tu fonctionnes, en fait, tu fais en sorte que les gens passés 55 ans ne retrouvent jamais un emploi. Donc tu dis que l'emploi de ces gens-là est compliqué, mais en fait, tu as créé un système où ces gens-là ne chercheront pas d'emploi. Donc forcément que c'est compliqué de les employer si eux-mêmes ne vont pas chercher. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'à un moment donné, tu crées des effets boule de neige, mais bon, bref, c'est pas forcément le sujet de cet épisode. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est que depuis 2021, donc ça a été durci en 2021, maintenant on n'est plus à 24 mois de chômage pour les moins de 55 ans, on est à 18 mois de chômage. Ce qui est quand même énorme, parce qu'en gros, ils l'ont rajouté d'un quart. De 25%. De 6 mois, et voilà. Ce qui est quand même assez important. Donc, sans réduction de cotisation. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est toujours pareil, c'est que bien sûr, on a réduit la durée du chômage, mais on a gardé le même niveau de cotisation en face. Bon, c'est le petit mot de la fin sur cet épisode. Ouais, je pense. On vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques sur le chômage, ça nous ferait plaisir d'en discuter avec vous. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes, ça nous fait très plaisir et ça fait monter l'algorithme. On est de plus en plus nombreux à écouter l'épisode, donc on est super contents et on vous en remercie. N'hésitez pas à envoyer l'épisode également à des gens de votre entourage que ça pourrait intéresser, parce que souvent, des fois, j'échange avec des auditeurs qui me disent « Ah, j'ai envoyé mon podcast, ton podcast, à un tel, et il l'a vraiment apprécié. » Donc, encore une fois, je remercie grandement tous ceux qui l'ont fait. Et surtout, n'hésitez pas à le faire parce que c'est un petit peu les podcasts, c'est un peu comme ça qu'ils grandissent, c'est par le bouche à oreille. Je sais plus qui avait sorti une stat, faudrait que je la retrouve un jour, mais c'est une vraie stat sur les podcasts. C'est pas un média viral, le podcast, c'est vraiment. Non, pas du tout. C'est très niché. C'est pour ça que je pense que quand tu veux faire du contenu sur des niches, le podcast est le mieux indiqué. Après, c'est vrai que ça se partage beaucoup moins facilement qu'une vidéo YouTube, qu'un réel Instagram. Il y a plein de gens qui n'écoutent pas de podcast.
Moi, Ouais. nous, on en consomme, mais c'est Ouais, vrai qu'il y en on a plein consomme, qui n'en on consomment pas. consomme. Puis on en consomme dans tous les domaines, parce que bon, forcément, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'immobilier, la finance. Moi, je sais que j'écoute des podcasts sur l'histoire, j'écoute des podcasts sur le sport, j'écoute parfois des podcasts sur d'autres domaines. Des fois, ça peut même... L'entrepreneuriat, il y en a qui sont pas mal, en vrai. Après, l'entrepreneuriat, je considère que c'est un peu notre sphère, tu vois, il y a pas une très très grosse différence, mais des fois, j'écoute même des podcasts, ça peut m'arriver, des talk shows qui sont un peu plus, je sais pas, où ça parle de tout et de rien, tu vois. Moi, j'écoute des podcasts genre de maman et tout. Donc voilà. Bon, et puis n'oubliez pas, donc épisode 46, on aura un invité. Ouais. Et ensuite, il y aura, je vais passer dans le podcast Pas à Pas, un podcast de sport, et là aussi, je vous partagerai pour ceux que ça intéresse. dès que ce sera fait. Bon, mais dernier mot de la fin. On vous remercie, on espère que vous passerez une bonne semaine. Ouais. Réfléchissez à votre Et chômage. Clotilde sera meilleure parce que je te sentais un petit peu. Hein? Je te sentais pas très en forme dans cet épisode. Non. On sent que la période fiscale elle arrive au bout, là on est en mai. Donc bon, la fin. Bon, et souhaiter courage à Marie qu'elle finisse sa période fiscale en vie. Chaque année c'est une épreuve. Allez, merci à vous, à très bientôt, ciao.